Bon, alors nous sommes très heureux d'entendre Hans Banach, qui est philosophe, spécialiste de philosophie contemporaine et d'esthétique, et particulièrement de philosophie de pensée de Deleuze et de Guattari, mais c'est loin d'être exclusif, qui est professeur à Paris-Ouest Nanterre, et qui a entre autres publié presse universitaire Deleuze et l'art en 2005 et l'empirisme transcendantal en 2010, et qui dirige avec Fabienne Bouvler la collection Lindar au PUF également, et donc il va nous parler aujourd'hui d'écologie des images, Guattari et le digital. Oui. Shall I talk in English? No. That's okay. If I do talk in French, you're going to listen and understand. That's fine. Parce que je pourrais très bien faire un petit résumé en anglais au début. Non, you're free. Alors, merci beaucoup à Maëlle Guédon, qui travaille en ce moment sur la ritournelle chez Guattari, et puis évidemment à Esteban Bourg, de m'avoir invité pour préciser les questions qui tournent autour d'une transformation radicale de la philosophie de l'art et de notre rapport aux arts à partir du moment où on s'intéresse à l'écologie. Alors, je vais tout de suite, et aussi pour approcher mon discours à celui d'Éric, qui m'a beaucoup intéressé et qu'on vient d'entendre, je vais tout de suite, dans mon introduction, attirer l'attention, je suis en train d'être en milieu anglais-français, attirer l'attention sur le rapport entre digital et reproduction. Parce qu'il me semble que ce qui était passionnant dans la communication que nous venons d'entendre, c'est de considérer que ce qui spécifie la musique, c'est qu'elle atteint son seuil, je vais dire d'écriture, mais en réalité, ça ne se limite pas à ça, qu'elle atteint son seuil de reproduction au moment d'un virage qui est un virage électronique qui consiste à rendre disponible la reproduction du son. Et je suis très intéressée par ces questions dans une optique un petit peu différente, qui correspond à ce que j'appelle la machine d'art, et qui consiste à tenir compte de la manière dont l'art s'individue en régime européen pour devenir un individu spécifique de la culture, ce qui s'opère, disons, de la fin de la Renaissance avec un moment important, la constitution de l'esthétique au XVIIIe siècle, ce qui s'opère donc de la fin du Moyen-Âge au début des temps modernes, et cette machine d'art est caractérisée par le fait que, d'une part, nous tenons que dans la production, ce qui relève de l'art et ce qui relève de la technique seraient absolument distincts. C'est comme ça que les Occidentaux se sont mis à distinguer l'art au sein des productions culturelles à partir du XVIIIe siècle. Et d'autre part, parce que nous sommes dans un régime que j'appelle un régime misotechnique, un régime par lequel l'art se spécifie en se différenciant de la technique, si on considère cette constitution de la machine d'art selon un œil qui est un œil écologique, on peut dire très simplement que c'est en même temps, pour nous, occidentaux, que c'est en même temps que nous avons distingué l'art et la technique. C'est-à-dire, c'est en même temps que nous avons spécifié ce qui est du domaine de l'art, arts, et c'est en même temps que nous avons distingué ce qui est du domaine des beaux-arts, fine arts, des autres arts. C'est-à-dire que technique et art font partie d'un procès de co-constitution, dont les étapes historiques sont complexes, mais qui s'étendent, donc je l'ai dit, de la Renaissance au XVIIIe, et que le moment de reproduction de la musique à la fin du XIXe siècle
fait éclater, exactement comme, au même moment, le cinéma et la photographie. Pourquoi? Parce que brusquement, il devient évident pour le cinéma et pour la photographie, mais autant pour l'enregistrement musical qui mettra quelques temps avant d'entrer dans la sphère de l'art à proprement parler, comme le cinéma d'ailleurs et la photographie. Pourquoi est-ce tellement important? C'est tellement important parce que ça oblige les discours sur l'art, une fois constitués, et constitués par différence avec la technique, ça oblige les discours sur l'art à tenir compte de leur moment technique. Une fois qu'on a compris à partir du cinéma, de la photographie ou de la musique, que évidemment il n'y a pas d'art sans instrumentation, et ça, de ce point de vue, la musicologie était tout à fait en avance, parce qu'il est bien évident qu'on ne peut pas penser musique sans technique. Et quand je dis technique, j'entends pas simplement l'art de faire, mais j'entends alors un environnement qui est extracorporel humain. Donc j'entends par technique, et ici deuxième sens d'écologie, j'entends par technique quelque chose qui greffe du corporel humain sur un environnement qui est social, technique, esthésiologique, de telle manière que la question de l'art ou des arts en soit complètement transformée. On ne peut plus parler d'art sans technique. Mais c'est bien parce que l'art s'est individué lentement comme un acteur spécifique que maintenant nous pouvons donner à l'affordance technique un rôle qui est un rôle décisif pour la philosophie de l'art. Alors je résume en disant ce qui est décisif avec le moment Edison, c'est-à-dire le moment où on peut enregistrer de la musique, c'est que production et enregistrement vont de pair. J'ai dit qu'il s'agissait d'un moment d'écriture, c'est pour aller vite. Il ne s'agit pas d'écriture au sens où il y aurait là un privilège du discursif. J'ai parlé de moment d'écriture dans l'optique d'une philosophie des médias, pour dire qu'il s'agit d'une inscription dans la matière, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une autonomisation des signaux. Et en régime, disons, philosophie occidentale élargie, c'est à partir de l'écriture, c'est-à-dire c'est à partir de la capacité d'insérer de la parole dans une technologie du visible que sont les différentes écritures, c'est donc à partir du seuil de l'écriture que la pensée s'est rendue disponible dans un matériau extérieur. Et c'est la raison pour laquelle la philosophie de l'art est centrée sur le regard. Elle est centrée sur le regard, pas seulement parce que nous sommes habitués à penser la théorie en termes de théoria, c'est-à-dire de contemplation. Non, elle est centrée sur le regard, je pense, à cause de l'habitude technicienne que nous avons de penser la production enregistrée d'abord sur le régime du visible, c'est-à-dire sur le régime de l'écrit. Mais quand je dis visible, je ne veux pas dire que l'écriture soit seulement du domaine du visuel, parce que dans la position qui est la mienne, c'est pour ça que je disais que l'écriture n'est pas suffisante, dans la position qui est la mienne et qui s'appuie sur Simondon, sur Guattari, sur d'autres, écriture veut dire maintenant dépassement d'une corporéité humaine ou écologie de quelque chose que je vais appeler image et qui ne se contente pas du visuel, écologie socio-technique de quelque chose qui permet de transcrire une sensorimotricité humaine dans un matériau extérieur. Écriture, pour la musique, consiste en ceci que du sonore est disponible en dehors de la performance de l'exécution. Quelque chose à quoi nous sommes habitués pour le littéraire ou pour le visuel depuis longtemps. Donc c'est pour ça, me semble-t-il, que vous disiez tout à l'heure, Eric, que la bonne distinction n'était pas le digital, mais le recording, l'électronique. Et maintenant, je voudrais vous suggérer une seconde proposition,
C'est qu'une fois si vous acceptez de considérer que le moment important, c'est celui de la transformation d'une performance en un type de signalisation ou de signaux qui peuvent avoir une capacité de reproductibilité. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le passage, disons, de la performance dite vécue à une performance enregistrée. Mais si je pense ce problème en termes de signaux, alors il faut dire que le digital transforme la question néanmoins, même si je suis assez d'accord avec tous les arguments que vous avez évoqués. Et le digital transforme la question sur ce mode précis, qui est que le spectre de la perception humaine, où nous distinguons l'audiovisuel, peut être ramassé comme un seul type de signaux, de telle manière que ce que le régime digital change en termes de philosophie de l'art, c'est de nous ouvrir sur une sensorimotricité des images qui est audiomotrice et pas seulement vidéomotrice. Alors, je voudrais plaider, si vous voulez, pour ouvrir le digital sur ce rapport du son et du visuel. Et ça sera ma troisième proposition. Il me semble que si nous voulons réfléchir sur ces aspects, alors la vraie question, c'est celle du rapport entre perception et environnement de réception artistique. Et je crois, tout en étant tout à fait d'accord avec l'importance de Gibson et de l'affordance, je crois que cela nous conduit à utiliser de manière un petit peu différente l'idée selon laquelle perception ne peut plus être pensée seulement en régime de corporéité humaine. Donc c'est la perception qui change. Et donc dans le digital, c'est la perception socio-terrienne qui a changé. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument décisif. Alors ça conduit la philosophie de l'art à avoir, ça conduit la philosophie tout court d'ailleurs, à transformer radicalement le rapport entre idée et matière. Parce que du coup, vous devez bien tenir compte du fait que notre perception est industriellement transformée. Donc, quand je parle d'écologie des images, je veux dire ceci. L'art n'est pas question d'une perception, l'art ne met pas en question la perception exquise, soit d'un artiste d'exception, soit d'un public de spectateurs. L'art met en question une transformation des perceptions qui ne sont pas seulement humaines, mais qui sont en même temps toujours prises dans ce que Guattari pourrait appeler des ritournelles sociomotrices. Et par conséquent, le régime digital de la production transforme à la fois la manière dont nous pensons l'art, mais aussi la manière dont nous pensons la corporéité humaine. Et dans ce cas, ça sera une nouvelle définition d'écologie, nous utilisons une conception de l'humain qui n'est plus humain séparé, perception encore en corporéité solitaire, mais où la perception doit être pensée dans son appareillage technique. Alors je dirais que si vous acceptez cette idée-là, vous devez comprendre que depuis toujours, la musique a donné lieu à ce type de perception encore élargie. Et pas seulement la musique, mais également tous les autres arts. De telle manière que, on pourrait dire que le moment digital consiste en ceci, que les humains, les communautés humaines, ont déjà utilisé des types d'alliances écologiques, des alliances mécaniques, des alliances chimiques, la main et le tambour, ça implique du mécanique, ça implique du chimique également. La main et le feu, le pied et la terre, l'œil et le pinceau.
Si je dis ceci, je voudrais vous faire entendre que du coup, l'ensemble de notre conception de l'art se transforme parce qu'elle passe, conformément, disons, à une philosophie matérialiste, elle passe d'un idéalisme de l'âme vers une matériologie de l'alliance, vers une matériologie des matériaux. C'est ça que j'appelle écologie. C'est-à-dire, vous considérez pour la peinture, comme pour la littérature, aussi bien qu'il y a toujours eu non pas âme artiste et production artistique, mais alliance entre une main et un stylo, une main et une peau de tambour, une main et un geste. Et que de ce point de vue-là, j'utilise à ce moment de la réflexion les propositions très stimulantes, d'une part de Bergson sur la théorie de l'image, d'autre part de Deleuze sur l'image dans le cinéma, et la philosophie de Gilbert Simondon, qui propose lui aussi une philosophie de l'image, et où image n'est pas pris du tout comme spectacle scopique, mais où image est comprise comme une individuation corporée. De telle façon, je vais vous donner un exemple très simple pour que vous compreniez de ce dont il est question de repenser dans l'évolution vitale des organismes ce que c'est que la production d'un œil. La production d'un œil à travers la matière. La production d'un œil, c'est-à-dire ce type de réflexivité dont vous nous avez montré les problèmes avec l'exemple des Ménines de Velázquez, la production d'un œil signale une zone sensorimotrice de production de monde. Et cette zone sensorimotrice, avant d'être scopique, elle est motrice. Je veux dire par là que toute perceptivité, c'est-à-dire toute capacité de recueillir des signaux dans le monde extérieur, est liée à du mouvement. Ça, je suis sûre que vous êtes d'accord avec ça. Et si vous êtes d'accord avec ça, alors image ne peut plus être prise seulement dans le domaine du visuel, mais doit être prise comme une insertion motrice. Et ce que je veux dire, c'est très simple, cette insertion motrice de l'image, elle est technosociale avant d'être corporelle, ou elle est technosociale en même temps que corporelle. Et parce qu'elle est technosociale en même temps que corporelle, eh ben, ça implique pour nous de comprendre l'art dans une dimension qui n'est pas seulement la dimension du loisir ou de l'exception culturelle, mais dans une dimension beaucoup plus concrète et qui nous fait prendre en considération l'ensemble des milieux humains dans lesquels nous vivons. C'est ça que j'appelle l'écologie de l'image. C'est-à-dire l'écologie de l'image, ici, c'est pas simplement mon corps et une image associée, non. C'est un mode d'individuation humaine et qui n'est pas du tout solitaire. Vous voyez bien que nous vivons dans un monde collectif. Un mode d'individuation corporelle qui débouche sur de la production de sens et d'artefacts dont les uns servent à transformer nos modes d'existence, sont les objets techniques à proprement parler, et les autres nous servent à décoder ces modes d'existence, et c'est comme ça que j'entends l'art. Et donc, en utilisant d'un côté Simondon et de l'autre Guattari, je voudrais vous proposer le terme d'imagital, de l'image digitale, pour détailler ce moment de l'histoire des humanités, plus seulement européenne, mais mondiale, parce que cette histoire s'est globalisée, et vous proposer le fait que, de ce point de vue, digital est vraiment un seuil. Et vous devez l'entendre exactement de la manière suivante, sur un mode qui est celui d'une théorie du langage et des médias, c'est-à-dire, si nous considérons l'écriture dans la diversité de ces processus comme un seuil extrêmement important, le seuil de l'imprimerie est un seuil qui tranche avec le seuil de l'écriture parce que ça produit une production du public, une production de la lecture, une production d'un domaine de spectateurs, c'est une production sociologique d'un nouveau type de rapport à la parole.
Or, le digital est une révolution comparable à l'imprimerie, qui tranche avec l'imprimerie et qui produira, est en train de produire des effets aussi importants sur la pensée et sur l'art que l'invention de l'imprimerie. Donc je résume en conclusion, le scopocentrisme de la métaphysique tient au fait que, évidemment, l'environnement technique est déterminant, mais nous ne l'avons pour l'instant pas compris. C'est la raison pour laquelle le privilège de l'œil, qui est lié au privilège de l'écrit, est resté inaperçu comme étant un privilège de l'esprit, alors qu'il s'agit de l'habitude que nous avons de pouvoir conserver et reproduire d'abord sur un terrain qui est celui de la spatialité visible. Et le fait de pouvoir produire un enregistrement dans le domaine du sonore, d'abord, et puis dans le domaine de l'audiovisuel avec le digital, transforme radicalement la question. Ça transforme la question parce que c'est tout l'environnement sensorimoteur qui peut ainsi devenir un matériau d'élaboration et un matériau qui est extra-corporéité humaine individuelle. Donc vous voyez qu'on est vraiment par-delà aussi la différence entre nature et culture. Et que de ce point de vue-là, la révolution digitale, à laquelle nous avons, qui nous a saisis en cours de vie, moi je n'avais pas le digital, j'ai appris à écrire, j'ai appris à écrire à la main, qui nous a saisis en cours de vie, elle reste à être pensée comme une radicale transformation au niveau du rapport que nous avons avec les signaux. C'est pour ça que j'utilise en français digital et pas numérique, parce qu'il y a toute une série de discours sur le numérique en art qui confond numérique et langage. Alors, il y a bien une question de codification dans le numérique, mais cette codification n'est pas seulement un archi-langage rationnel, c'est au contraire une matériologie des signaux. Et c'est la raison pour laquelle je dirais aussi qu'il faut faire très attention quand on emploie virtuel, quand on emploie dématérialisation. Il est bien clair que le monde digital dans lequel nous vivons est un monde entièrement matériel. Entièrement matériel. Non mais je coupe l'électricité et vous verrez bien comment vous allez vous connecter avec ces mondes virtuels. Donc c'est un monde entièrement matériel et c'est un monde de perception qui sort, si vous voulez, d'une corporéité centrée sur le corps propre. Ça montre aussi que les outils philosophiques pour définir ce nouveau régime de l'image audiovisuelle, sensorimotrice, ne peuvent pas être cherchés seulement dans la phénoménologie, parce qu'elle est axée sur le corps propre. Elle réclame une philosophie de la technique et une philosophie de l'écologie, prenant écologie comme production d'humains dans un milieu associé. Si on entend ici l'écologie ainsi, c'est-à-dire comme la manière dont des subjectivités sont produites par un milieu associé, alors l'art devient une des questions les plus importantes de la philosophie contemporaine dans sa double dimension, technique et politique. Merci. Merci beaucoup, Anne. J'avais une petite question, parce que j'ai bien compris que l'argument pour la modification du rapport entre l'audiovisuel, l'avancement en fait, de ces possibilités-là, et je me demandais où est-ce que tu le situais précisément. Par exemple, dans le corps propre, pour les études qu'on peut faire de propagation du son sur les organismes, il y a déjà cette idée d'un organisme à l'autre, on va plus ou moins. Certains animaux, par exemple, vont être capables justement d'utiliser le son parce qu'ils ne sont pas visibles, la grenouille qui est cachée derrière le branche, etc. Mais du coup, qu'est-ce que dans le digital exactement, quel type de réagencement tu penses en fait concrètement? Alors, si je reformule un peu ta question, on est habitué, on a été élevé, on est habitué à séparer le visuel et l'auditif. Les exemples actuels, par exemple d'art vidéo, nous montrent qu'il n'y a pas de séparation. Et d'ailleurs, les exemples qui nous ont été montrés étaient autant visuels qu'auditifs. Donc, c'est parce que, on pourrait utiliser ici l'argument de Simondon au début d'Imagination et Invention, quand il dit on est gêné par une théorie des facultés. Et donc, c'est parce qu'on pense les yeux et les oreilles comme étant liés
à une différence de mode d'existence, qu'on a du mal à considérer qu'une chauve-souris, par exemple, dont l'espace scopique est auditif en réalité, puisque c'est un sonar, se meut dans un régime de perception où la distinction du visuel et du phonique devient obsolète. Je veux dire par là que c'est parce qu'on a un cadre de corps humain non appareillé pour aborder ces questions-là qu'on a du mal à penser, d'une part, le digital, mais d'autre part aussi, par exemple, les scanners, l'ensemble des moyens et on appelle ça de visibilité technique. Mais je dis, c'est pas de la visibilité, parce que visibilité, c'est encore un privilège scoposcopique. Tu comprends? Donc, c'est pas de la mise en visibilité. Et ce que fait le digital, le spécifique, c'est que signal audio ou signal visuel est de même nature. C'est un recodage. Dans notre corps, ça ne se produit pas comme ça. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec l'idée selon laquelle le digital s'effectue en analogique dès qu'un terminal humain le met en résonance. Mais ce qui compte, c'est que dans le type de connexion digitale dans lesquelles nous sommes, là je montre les antennes de télévision, je montre l'ensemble de la production, disons, de sociétés mondiales contemporaines, la séparation ancienne, disons, entre œil et oreille se trouve bouleversée. Voilà. Donc c'est valable aussi pour tous les exemples en éthologie animale. À partir du moment où on ne sépare plus œil et oreille, la question du signal change complètement. Je veux dire que dans ta question, tu maintenais œil-oreille à propos des... Soit la chauve-souris, soit la grenouille dont on dit que la croise parce qu'elle n'est pas vue, justement, c'est parce qu'elle est cachée derrière ces petits brins d'herbe, qu'elle va se mettre à pouvoir utiliser ce signal sonore en communication. Tu veux dire que c'est un recouplage, en fait, finalement? Je veux dire que c'est un couple, oui. Excusez-moi, je n'étais pas là au début, donc je n'ai peut-être pas entendu bien votre présentation, Eric. En fait, je voudrais juste faire une petite remarque de terminologie par rapport à la musique, enfin des musiciens. En fait, on distingue quand même deux phases assez nettes entre la période Edison et post de l'enregistrement, qui est une révolution de l'électricité, et la période qui commence avec la synthèse optique vers les années 15, oui, qui est une synthèse donc au départ analogique, et aujourd'hui encore on fait une différence, nous musiciens en tout cas, assez pratico-technique, technico-pratique, entre la synthèse analogique et la synthèse digitale. C'est aussi avec l'arrivée de l'électronique qui ne peut pas être confondue avec l'enregistrement, parce que l'enregistrement reste attaché à la question de la source, bien que non direct. Non, mais je sais pas, c'est pour tout le monde, c'est pour ça comment on va parler de ces mots-là aujourd'hui, c'est pas. Et que donc, toute la musique qui s'est construite sur la base de ce qu'on appelle l'électroacoustique se définit de manière extrêmement différente et parfois conflictuelle d'ailleurs avec la musique sans source, la musique générée de façon électronique. Oui, enfin elle n'est pas sans source. Si, elle est sans source phénoménologique. Oui, mais enfin bon, justement c'est une discussion intéressante. Oui, est-ce que la musique électronique est sans source? La raison, je dirais bien sûr que non. Et simplement sa source, elle est dans la capacité technologique de synthèse du son. Donc c'est une source, c'est pour ça que je posais la question aussi, le digital est-il un instrument de plus ou quelque chose qui recode l'ensemble instrumentation, oreille, écoute de la musique précédente. Il me semble qu'il faut considérer qu'avec le passage à la synthèse du son, c'est l'individu son qui est transformé. C'est-à-dire que le son
n'est plus entendu comme quelque chose qui se produit entre une oreille et un instrument, mais c'est-à-dire il n'est plus entendu comme une entité close, il est entendu comme il est entendu comme une synthèse complexe. Donc il n'est plus entendu comme, dans la différence classique, disons, entre son et bruit, il n'est plus entendu comme une molécule sonore, si je puis dire, donnée, mais il est entendu comme une coproduction. Et ça, il me semble aussi qu'une fois qu'on est dans ce moment digital et qu'on pense le sonore dans cette dimension écologique, en ce sens que traverse différents milieux et les prend en résonance ensemble, une fois qu'on pense le sonore ainsi, il me semble que ça rejaillit aussi sur la musique ancienne et que du coup on entend l'harmonie de Bach dans un concert d'instrumentation et dans une dimension sociologique réelle d'exécution, et c'est le statut du son qui change, pas seulement sa nature physique. Et donc il me semble que ça transforme aussi bien la manière que nous avons de considérer la musique ancienne et comme la musique à fabriquer. Ça bien sûr. modifie complètement la conception, la représentation du son. Oui, oui. Et la numérisation, elle, c'est encore une étape différente des années 80. Oui, mais j'ai insisté. En fait, là, on parcourt plus de 150 ans comme si c'était un seul bloc, alors qu'en fait, là-dedans, il y a des stades qui sont très différents sur le plan que tu as très bien soulevé de l'individuation collective, pas seulement technique, mais d'autonomisation aussi, et de ce que ça... Une demi-heure, c'est évidemment un peu court. J'ai insisté sur l'enregistrement parce que je pense que ça change. Peter Zandi l'a très bien montré aussi dans son travail. Je pense que ce qui change de façon exemplaire en musique, c'est le fait qu'avant le seuil Edison, pour être en compagnie de musique, il faut en jouer. Il faut l'activer. C'est-à-dire il faut être musicien. Il faut être musicien, il faut pratiquer. Exactement comme avant l'invention de l'écriture, pour être en présence de littérature, il faut raconter ou il faut écouter. Alors le fait que... donc ça veut dire, si vous voulez, qu'était la musique avant Edison? Il faut rêver à ça un peu. Ce que c'est qu'un quatuor de Beethoven avant Edison? Un quatuor de Beethoven avant Edison, ça peut être dans la toundra, 3 cousines et 2 cousins, enfin non, il en faut 4, excusez-moi, 2 cousines et 2 cousins qui sortent grain-grain et qui commencent à essayer de déchiffrer. Ou c'est à Vienne le quatuor extrêmement célèbre. Les valeurs de Chopin qu'on reçoit par la poste. Donc regardez cette capacité métamorphique extraordinaire de l'œuvre dans la diversité de ses usages et qui a une plasticité incroyable. Et donc, en un sens, l'enregistrement a un petit peu fixé des régimes de standardisation, mais en un autre sens, avec le digital, on a à nouveau une sorte de souplesse d'exécution. Et donc, le moment de l'enregistrement est décisif parce qu'on est passé d'une musique qui est jouée à une musique qui peut être actionnée, entendue exactement comme on est passé avec l'imprimerie, et pas du tout avec l'écriture, d'un régime de lecture qui consiste à consommer, alors qu'au moment de l'écriture, lire, c'est écrire, ou c'est parler. Avant l'imprimerie, vous savez qu'à cause de, je ne sais pas si vous êtes familier de ces histoires passionnantes de la technologie du livre, mais avant l'imprimerie, il n'y a pas de point à la fin des phrases. Il n'y a pas de majuscule. Un petit peu, mais bon, presque pas. Et quand on lit, on parle. Et donc, on entend. Donc de ce point de vue-là, le moment scopique, il est imprimerie, il n'est pas
il n'est pas manuscrit, parce que dans le manuscrit, les quelques lecteurs sont des scripteurs. Ce sont des scripteurs qui écoutent. Les machines de parole que l'écriture est capable de dégager. Donc, oui, ce sont des questions passionnantes. Donc j'ai insisté sur enregistrement à cause de ça. C'est tout à fait. Je crois que oui. Parce que je pense que c'est très important. Alors il y a beaucoup de travaux sur ces aspects évidemment. Il me semble qu'en philosophie, moi je ne suis pas spécifiquement musicologue, il me semble qu'en philosophie, on ne réfléchit pas du tout assez sur ces questions-là. Voilà. En philosophie de l'art. Est-ce qu'il y a une dernière question? I wanted to say one thing, as long as I understood you correctly. I agree with you that le virage numérique has allowed human capacities to become enormously kind of extended. I mean, people have talked about, you know, as it were, the prosthetic capacities of digital technologies. But again, I wonder whether there isn't a danger of overemphasizing those prosthetic capacities of digital technologies when there were already extremely prosthetic capacities of non-digital technologies. So Merleau-Ponty, for instance, in the Phenomenology of Perception, uses the now rather outdated image of a woman wearing a hat with a large feather on it. And she already knows, even before she passes through a doorway, whether she can, as it were, feel the doorway with the end of the feather in her hat. So that we are already extended out from our bodies into all kinds of... another example is that if you take a pen and then scratch it on the surface or something like that, where do you I feel the surface of this table at the end of my pen, but my pen, of course, is not literally and physically part of my body. I'm already extended, a few centimeters out from the end of my hand by means of these very analog devices. And these analog devices have been doing this, and music is a fantastic technology for doing this. We've been doing it in various ways, and that's why I'm not persuaded that the digital turn has done anything radically different. It has done something that is an order of magnitude greater, but not of kind. Yes. Well, it's a very interesting question. Now, I'm fond of philosophy of technology by reading mostly French people that you might know, such as Leroi-Gourhan, for instance, or Simondon, which is very interesting for me. And so you were talking about prosthetic, prothèse, and maybe referring to Bernard Stiegler's work. I would say that it is not prosthetic. I would like to avoid the idea that it is something that you might add to one human body. Precisely my point. Is to say, I would say symbiotic or something. And therefore I use the word of ecology in the sense that please let us cease to refer to human body as something that has been appropriated and never changing since God put us on earth with his silver bucket, and we had this ear and this. And so if you look to the biological evolution, you can see the changing, not only of human bodies, of course, but you can see the changing of life on the surface of Earth. And now the question would be, how can you manage to think together life and techniques or technology? And I would say, of course, it's not the same thing. But according to human societies, you have to take technology not as something that is vital, but on the contrary, you have to take organism as something that has to be technologized in order to function in human society. So it would be interesting for music because it allows us to think
that ethnomusicology is as interesting as, let's say, philosophy of high music in European sense, because in both cases, whether you are you are interested in high music or not, you have this social uses of music. Now, one of the difficulties in this case is that you may have difficulties to distinguish between social use and consistency of music in itself. But then I think that we have to come up with other distinction in order to distinguish social habits and art. But then, in terms of social habits, I would like to argue that it is not something that I do add to my body, but I have been subjectified in a totally new way. And so, the way I think, for instance, you mentioned your smartphone. My phone is obviously smarter than I, and it conducts my life. I'm ashamed to say, because it tells me what to do, and I've got a lot, what messages, etc. So it is a mode of existence, right? And in this mode of existence, the digital mode of existence surely has something new, because it has this political, electronical, I would say. We moved from a ecology of the stone, related to a certain space and time perspective, where we have the impression to be in connection with solid objects. And this ecolytic has been really important since Plato to understand art. But now we are living in an entirely new world, which we could call, for instance, not ecolytic, but eco-electronic or eco-digital, where objectivity is no longer something that is solid, but something that has this quantic capacity to be taken as information or as matter versus energy. And so it changes really the world we are in. So I would say, yes, digital, it is a move from a world of objects that are taken in the level of the thresholds of the human perception to a kind of very new perceptions that are human and non-human. It's a kind of symbiosis between human and silicium, calculus, but it's not only intelligible, it is sensible and material also. So therefore, I would say, yes, we have to work on this presently. Moi, je voulais intervenir aussi sur la question du quatuor à cordes avec les deux cousins et les deux cousines d'une part, ou le grand quatuor à Vienne. Je rajouterais qu'il y a aussi la partition. C'est ça, oui. Et que la partition, c'est un système de reproduction Absolument. qui inclut déjà l'imprimerie, parce qu'une partition, c'est imprimé comme un livre, plus des conservatoires pour former les gens qui vont jouer, plus les luthiers qui vont produire les instruments, et ainsi de suite. Donc on pourrait aussi rattacher la série des performances à cette histoire de l'écrit, de l'imprimé, etc. Et donc ça m'amène à une question. Moi je constate qu'il y a une convergence très forte entre vos deux propos pour questionner le caractère dramatique de ce seuil numérique, pré-numérique. Et je suis d'accord avec ça. Seulement, dans votre propos, j'entends au moins 3 candidats pour un moment dramatique qui sont en même temps effacés par la possibilité qu'un autre soit plus fort. Il y a le moment Edison, sur lequel vous vous êtes d'ailleurs retrouvé. Le moment Edison, la question de la reproductibilité mécanique. Je pense qu'il y a aussi un moment intermédiaire qui serait le moment de la reproduction électrique, comme dans cette image, l'électricité, on l'éteint et on voit que le digital est matériel, je suis tout à fait d'accord. Et donc il y a, je crois, un seuil aussi autour des années 20, quand il y a l'enregistrement électrique
acoustique qui est mise en place, avec cette idée que la transduction, comme dit Stern, c'est-à-dire la capacité de transformer par des membranes des signaux acoustiques en signaux mécaniques et vice-versa, qu'ils retrouvent dans des tas d'objets comme par exemple le stéthoscope, d'autres, le microphone bien sûr, enfin on est entouré de choses qui ont des membranes, des haut-parleurs, mais aussi le stéthoscope, etc. Donc ce principe de transduction change quand même de nature dès qu'il y a le passage à l'électricité, pas au numérique, donc autour des années 20, etc. Ce qui en plus irait dans le même sens que l'apparition du cinéma parlant, par rapport à avoir des musiciens qui jouent dans la salle ou autre, au piano mécanique, etc. Donc ce moment années 20, et enfin le fameux digital turn de ces 30 dernières années, où d'une part on est tenté de voir des continuités, justement parce qu'il y a des continuités autour de l'enjeu de la reproduction, de l'enjeu de la prothèse, et ainsi de suite. Et d'autre part, on est quand même face à l'envie, et je crois à la nécessité de découvrir une rupture dont le digital serait l'emblème. Et là, il y a une question sur où réside exactement cette rupture-là. Parce que d'une part, on peut prendre la question du numérique dans le sens du transcodage universel. C'est-à-dire que du moment qu'on part d'une série de signaux codés sous forme digitale, il n'y a plus de raison de maintenir une division forte entre des signaux acoustiques et des signaux visuels. On pourrait imaginer des tas d'algorithmes et même des protocoles pour passer d'un son à une image. D'ailleurs, beaucoup d'artistes jouent avec ça. Et là, on verrait se refermer le moment inaugural de la Renaissance où la division art et technique reviendrait à une sorte d'indifférenciation qui serait, je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'il faut l'entendre. Mais en tout cas, moi je pense que cette convertibilité du signal numérique, elle existe, elle est intéressante, elle est importante, mais elle n'est pas si importante que ça par rapport à un autre usage que l'on fait quotidiennement et de manière massive de ces convertibilités. C'est le fait qu'un fichier numérique sur un ordinateur, on peut cliquer dessus, disons, l'attraper par une souris virtuelle ou pas, avec le même geste, qu'il s'agisse d'un fichier vidéo, qu'il s'agisse d'un fichier audio. Et YouTube est le milieu universel où la distinction entre fichier numéro sonore et fichier son et fichier audiovisuel n'a plus de sens, puisqu'on est là connecté à des choses qui ont ce statut ambigu en permanence. Donc, je ne sais pas, ma question, ça serait, est-ce qu'il y a un intérêt finalement à identifier un moment qui serait le moment de basculement entre ces trois candidats, mais il y en a d'autres, enfin, ça se rapporte à l'histoire des formations musicales comme formation, comme discipline, disons. Et si on se décide, malgré tout ce qu'on a dit, à penser qu'il y a dans les 30 dernières années, et encore plus depuis 10 ans, un point de basculement, alors où le saisir exactement? Oui, c'est une excellente question. Alors, je vais faire une réponse foucaldienne. Tous ces points de seuil sont tout à fait fascinants. Alors, j'ai envie de les retenir tous en réalité, donc, mais c'est pas possible. Alors, je crois qu'il faut décider aussi quels sont les acteurs les plus importants d'une rupture que nous établissons vis-à-vis de nos habitudes passées, et que c'est ainsi que nous construisons l'avenir. Et donc, la question que tu poses est une question qui concerne l'histoire. Comment écrit-on l'histoire du contemporain? Et tu demandes quels sont les agents qui sont les agents décisifs pour périodiser un changement dans le régime des arts. Alors, je vais faire une réponse un peu générale, qui est que je crois que si nous commençons si nous donnons une importance réelle à l'idée qu'il y a des modes d'existence technique, une idée qui vient de Simondon, mais pas seulement, ta question est aussi, où est la rupture de mode d'existence technique? Alors, il y a toujours des continuités et des disruptions. Et d'une certaine manière, c'est bien encore la machine d'art redescendante qui porte nos interrogations sur des manières de produire de l'art qui restent pour nous identifiés dans la culture comme des problèmes spécifiques. Pour vous, musique, peinture, littérature sont des acteurs spécifiques
qui ont une indépendance et une capacité d'action. Ça reste renaissant dans une longue histoire. Maintenant, je pense que digital marque une rupture à partir de l'entrée dans nos vies de l'électronique informationnelle, c'est-à-dire de ce qu'on appelait auparavant, comment est-ce qu'on appelait ça, le micro-ordinateur, dans le temps, le micro, on disait ça, voilà. C'est-à-dire en termes de connectique des humains. Donc moi, ça serait une distinction, mais que je fais plus sociopolitique que scientifique. Et en termes de connectique, qu'est-ce que ça change? Alors là, je dirais, ce sont les 15 ou 20 dernières années, avec une accélération très rapide, parce que je ne me souviens plus depuis combien de temps cette petite chose me tient en laisse, mais c'est pas très vieux. Bon. Donc ça, c'est en termes de connexion des humains, c'est-à-dire de mode de socialité transformé. Donc là, je pense qu'il faut établir une rupture complète avec les anciens modes qui étaient chimico-mécaniques de connexion. Donc on est passé du chimico-mécanique, disons, à l'électro-quantique, en termes de sociabilité politique, je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, alors après, pour la musique, les différentes étapes que vous avez marquées, tous les deux, toi et Pascal, tout à l'heure, elles sont vraiment très, très, très intéressantes. Il faut se pencher sur la question. Moi qui vois les choses du côté du philosophie contemporaine et puis du côté du domaine plastique, je dirais que le digital me semble une cassure importante, plus importante, comme, comment dire, plus signifiante que la reproductibilité ou le régime de la membrane électronique, dans la mesure où c'est le transcodage qui me semble décisif pour penser ces nouveaux types de sociabilité. Voilà. Transcodage, c'est-à-dire un nouveau type de médium, en réalité. Là, du côté d'une philosophie du médium, c'est-à-dire réfléchir sur le passage à imprimerie digitale. C'est quelque chose que nous avons à produire pour le contemporain. Voilà. Donc, en tout cas, en philosophie, je vous assure qu'à la Sorbonne, on ne s'en rend pas compte de ce changement. En philosophie, on continue à faire comme si l'art de tout temps se distinguait. L'art continue à être défini comme désintéressé. Cette chose-là qui n'est pas technique, qui ne sert à rien, qu'on fait le soir, bourgeoisement, une tasse de thé à la main, en allant en calèche au concert.